retrouver notre invité principal ce soir, c'est Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ici ce soir pour ne pas répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que oui ou non, le téléphone va se reformer bientôt? Ça m'arrange bien de ne pas y répondre. Voilà. Le seul conseil que je puisse vous donner, Ouais. c'est de vous reformer tant que les membres du groupe sont encore vivants. Parce que les Beatles, par exemple, c'est très compliqué. Ils ne peuvent plus. Exactement. Alors, Jean-Louis Ampéen, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre découverte du sexe, de la drogue et du rock'n'roll, D'accord. de vos succès avec Téléphone, puis en solo, jusqu'à ce 7e album qui s'appelle Rock Éclair chez Imaï. Moi, je vous admire beaucoup, Jean-Louis, parce que s'appeler Jean-Louis et devenir le plus grand chanteur de rock français, c'est une belle revanche, quand même. Alors, en P2, nous accueillerons 2 nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Pour son livre, les fonctionnaires sont tous des feignants et ils n'en branlent pas une. Il dit tout haut ce que le gouvernement dit tout haut. Toujours en P2, nous accueillerons José Bové, député européen, Europe Écologie Les Verts. Pour son livre du Larzac à Bruxelles, au Cherche-Midi, José n'est plus ni éleveur ni agriculteur. Il a plus cette petite odeur de bouse de vache qui nous faisait tellement rêver sur les plateaux. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Pierre Priolet, pour son livre Les fruits de ma colère, chez Robert Laffont. Pierre était sur ce plateau il y a 1 an pour se lamenter sur le prix de vente de ses poires. 1 an après, il a arraché les poiriers. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortine. Alors Jean-Louis Aubert, rebonsoir. Votre 7e album, Rock Éclair, est sorti début décembre. Alors là, vous avez tout fait, hein. Paroles, musique, guitare, piano, harmonica, basse, batterie, tambourin. Ça donne une petite naïveté, puis au moins ça va exactement avec ma voix, j'aime bien. C'est votre fils, Arthur, Ouais. qui a fait la photo de la pochette. Ouais. Il est doué, Arthur, aussi. Ouais. Alors, Rock Éclair, c'est beaucoup moins drôle, c'est le nom d'une société de pompes funèbres. Et pour cause très liée à la mort, en effet, pendant une période de 6 mois, vous avez perdu 12 proches, un tous les 15 jours. Alors, Daniel, le bassiste, Léo, votre guide en Jamaïque, Ouais. Jacques No, Bachung, Ouais. Guillaume Depardieu, Olive, votre Ouais, grand pote, voilà. votre alter ego, et votre père. Ouais. Alors, votre père était malade, il avait un cancer du sang, il est resté 6 mois à l'hôpital. Vous avez vécu quelques moments de tendresse avec lui? Des moments où vous lui dites « je t'aime » Entre garçons de l'époque d'où je viens. Oui, c'est dur de dire ça à son trop. père, ouais. Et puis, une fois, on m'a dit il est parti, donc il était là allongé. Alors j'ai pris la main et j'ai dit papa, je t'aime. Et il s'est réveillé, il a dit j'ai faim. et j'avais des petites larmes que j'ai séchées. Et voilà, c'était un peu, j'étais surpris. Alors, votre père était sous-préfet, mais un sous-préfet au champ, pourrait-on dire. Ouais, c'est comme Haut ça, fonctionnaire atypique, plus à l'aise à la campagne qu'au bureau. Durant votre enfance, vous changez de domicile au gré des affectations de votre père. Et oui, c'est comme les artistes, Voilà, ils ouais. sont toujours en tournée. Ouais. De 4 à 11 ans, vous êtes à Senlis, et vous êtes élevé par le personnel au service de vos parents. Vous vous ennuyez à l'époque énormément. Ouais. Une fois, on m'a offert un hamster dans une cage avec la roue. Oui. Puis il s'est mis à tourner dans la roue. Et j'ai dit bonjour frère, parce que moi, dans le vélo, dans le C'était jardin, pareil, autour du je jardin, tournais à ouais. vélo tout l'après-midi, comme ça. Alors, vos parents étaient des artistes frustrés, hein. Votre mère voulait faire du théâtre avec Bob Wilson, mais comme elle s'est mariée, elle n'a pas, Voilà, ouais, elle a c'est pas marié continué. jeune, ouais. Et votre père, lui, il a fini par vous dire quand même à la fin de sa vie, tu as fait ce que je voulais faire. Alors c'était curieux, c'était un concert au Canet, il sortait juste de l'hôpital, et il y avait une chanson qui s'appelle Veille sur moi, qu'elle a Ouais. bien nommée, que je chante pour lui, et les gens dans le public, c'était une grosse salle, 3000 personnes au moins, l'ont soulevé, et ils l'ont fait slammer, mais il avait quand même 92 ans. Ouais. Alors il s'est laissé porter comme ça, Ah, c'est magnifique. et les gens l'ont délicatement déposé devant la scène, et c'était un Ouais. moment assez extraordinaire, qu'il a un peu essoufflé. Ouais.
il rêvait de faire ce que vous avez fait, mais pour vous, ça n'a pas été facile de faire du rock. Vous avez 12 ans quand votre famille s'installe à Paris, vous vous retrouvez au lycée Pasteur, et là, 1968 arrive, avec les cheveux longs, les pétards. Vous vous rebellez, là. Oui, mais même avant, en fait, 68 arrive comme un signe que je suis pas tout seul. Ouais. Finalement, mon attitude devient mieux vue, quoi. Oui, vous étiez un adolescent difficile. Et boutonneux. Ouais. J'étais presque un petit clochard vers 16 ans, parce que mes parents ne pouvaient plus m'avoir à la maison. Et donc, je bouffais pas tous les jours. Enfin, c'était un peu curieux. C'était un espèce de fils de bourgeois, mais une petite cloche en même temps. Mais quand même, le 30 juin 68, quand il y a le grand défilé gaulliste sur les Champs-Élysées... ça, on m'y a emmené. Vous y ont emmené, quand même. De force. Ouais. Mais à l'époque, vous faisiez les pires conneries. Vous buviez de l'éther. Non, mais c'était juste pour essayer. Et alors? Eh ben, ça laissait un certain parfum. Oui. Ça, les parents s'en aperçoivent. Oui, c'était assez difficile de nier. Donc, voilà. Alors, jusqu'au jour où un psychologue dit à votre père... Si quelqu'un doit être soigné, monsieur, c'est vous. Votre fils sait ce qu'il a envie de faire, et s'il ne le fait pas, il le regrettera. Il m'a sauvé la vie. Ouais. Et je ne sais pas ce que j'ai pu lui raconter pour qu'il dise ça. Mais mon père a été fair-play, parce qu'on était au café, et il m'a dit... il a levé son verre et il m'a dit « J'ai fait tout ce que j'ai pu, t'as gagné. » Voilà. Ce que vous vouliez faire, vous, c'était du rock'n'roll. Et en 1969, ça c'est quand même un truc énorme, au Théâtre des Champs-Élysées, qui est un endroit super bourgeois en fait, vous allez voir les Who. Les sièges se dévissaient. Ah oui. Donc j'étais avec mon copain Olive, et dans un moment d'hystérie, il est monté sur scène, et Pete Townsend, le guitariste, lui a crevé un tambourin autour du cou, il est redescendu. Ça lui a fait un collier. Il est redescendu sonner avec un grand sourire. Ouais. Mes parents étaient contents que j'aille voir un opéra. Oui. Alors là, vous vous mettez à la guitare 8 heures par jour. Vous êtes exilé par vos parents dans une chambre de bonne parce qu'ils ne peuvent plus vous supporter, évidemment. Et votre premier groupe, à l'âge de 15 ans, s'appelle Masturbation. Voilà, les groupes enchaînent. Il y avait Exception, il y avait Variation. Oui. Masturbation, ça faisait international. Alors, dans Masturbation, il y avait Olive, évidemment, toujours, et Antoine Decaune. Oui, il y a eu Antoine Decaune. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait de quoi, Antoine? Eh ben, de l'instrument que ses parents lui avaient offert, c'est-à-dire la batterie. Alors, vous finissez par décrocher votre bac avec beaucoup de chance. Vous vous inscrivez en musicologie à Vincennes. Et là, à 17 ans, vous partez faire la route, donc aux States, toujours avec votre ami Olive. Vous partez à la recherche de Woodstock avec une guitare sur le dos, 6 mois sans dormir dans un hôtel. On a pris le pont de Brooklyn avec une pancarte ouest, et 2 homosexuels nous ont ramassés, ils nous ont emmenés plein nord. Et là, l'aventure a commencé. Vous êtes récupéré par une secte? Un jour, on s'est fait braquer dans un ghetto. Là, c'est pareil, avec Olive, on comprenait très très mal l'anglais. Donc on s'est fait dépouiller, on n'avait plus de ceinture, plus de guitare, plus de chaussures. Et on s'est fait recueillir par des gens qui répétaient Narum Mgeyo toute la soirée. Narum Mgeyo. Sokagakai. Voilà. Namyo Rengekyo. Voilà, Namyo Mgeyo. Il faut répéter ça pendant des heures et tout. Bah oui, il paraît que ça fait du bien. Bah, ça aide à pas penser. Ouais, voilà. Donc ça fait du bien. Et puis vous allez à Hollywood voir des junkies? Non, c'est un hôtel très très sordide, et j'avais un gars qui était Hells Angels le jour et travesti la nuit. Ah oui, c'est énorme. Et donc on entendait les grosses bottes avec les chaînes rentrer vers 7h, et on entendait les talons vers 8h. Alors, aux USA, vous faites la manche en chantant Crosby, Stills and Nash, les Stones, et aussi Plaisir d'amour. C'est-à-dire que Crosby, Stills and Nash et les Stones, les gens s'arrêtaient et ils reprenaient en chœur avec nous, mais eux connaissaient les paroles. Oui, pas vous. Pas nous. Et donc, ils ne nous donnaient pas d'argent. Ouais. Ils chantaient très bien. Et alors, on s'est aperçu qu'avec Plaisir d'amour, on arrivait à revendiquer un peu notre identité française. C'était la seule chanson française qu'on connaissait. Et donc, les gens, ils s'arrêtaient. Oui, avec Dominique, Nique. Voilà, bien sûr. Alors, en rentrant à Paris, vous chantez dans les booms et les rallyes du 16e arrondissement. Et puis, vous faites un groupe qui s'appelle Semolina, évidemment, hommage à I Am the Walrus, avec Colin K et Daniel Roux. Et là, en écoutant la phase B de votre premier enregistrement, Plastic Rocker, l'ingé son vous dit « Tu seras un chanteur de rock ». Mais moi, je voulais être guitariste, je voulais pas être chanteur. Et il a dit « Non, toi, tu seras chanteur ». Voilà. Et en 76, premier concert de téléphone
au Centre américain de Paris. Ça va durer 10 ans, l'aventure. Ouais. Et depuis 25 ans, vous êtes en solo. Déjà. Moi, je trouve que comme Lennon ou comme Harrison, vous avez fait des morceaux presque meilleurs en solo que dans le groupe. J'adorais Téléphone. Et après, oui, dès que l'album Bleu, Blanc, Vert est arrivé, j'ai commencé à produire moi-même. Et c'est vrai que peut-être mon cœur a parlé plus simplement. Enfin, Ouais, bon, c'est vrai. Alors, vous êtes en tournée à partir du mois d'avril. Ouais. Et au Zénith de Paris, les 27 et 30 avril. Voilà, Jean-Louis, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Aubert. Et nous accueillons Georges Tron, bonsoir. Et José Bové, bonsoir. Alors, Georges Tron, vous êtes ici ce soir pour la sortie du film Tron, l'héritage. Et voilà. Magnifique. Salut amical à Yann Barthès. Je sais pas ce qu'il a avec ça. Il vous adore, Yann Barthès. Hein, le film, peut-être plus que il vous moi. fait passer pour un playboy. Oui, c'est pour... Vous êtes playboy? Yann Barthès le dit, il ne faut pas que ça reste non plus la seule image qu'il ait de moi. Je vais essayer de la corriger. Ouais. Mais c'est vrai que vous êtes pas mal. Merci. Non, c'est vrai. C'est gentil. Alors, Tron, l'héritage, un film extraordinaire qui rend un vibrant hommage au travail accompli dans la fonction publique dont vous êtes secrétaire d'État. Voilà. La semaine prochaine, nous recevrons Michel Star Trek. Alors, vous avez été successivement, Georges, baladurien, mais ça c'est normal parce que vous étiez en classe avec le fils d'Édouard. Oui. Ensuite, vous avez été villepiniste et maintenant sarkozyste. Oui. Vous avez une culture qui est la même chez les trois. Il y a une vraie culture de l'État, il y a une vraie culture historique de la France, et il y a des grandes options politiques qui sont les mêmes. Pourquoi ils s'aiment pas à ce point-là, alors? C'est comme les journalistes, il y en a qui s'aiment pas non plus, ils font Ah le oui. boulot. Hein. Alors, là, vous êtes très fort, vraiment très fort. C'est quand vous avez quitté Villepin, on vous a dit, mais enfin, bon, vous laissez tomber Villepin, parce que vous êtes secrétaire d'État à la fonction publique, tout ça, et vous avez dit, Villepin nous quitte. Donc vous nous avez expliqué qu'en fait, c'est pas vous qui quittiez Villepin, mais que c'était Villepin qui vous quittait. Je pars de l'idée selon laquelle le meilleur conseil à lui rendre aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte qu'il regagne sa famille politique. Il peut rester critique, il peut même avoir des raisons personnelles d'être amer, je veux dire en particulier au regard du procès qui s'est déroulé, mais je persiste à penser que s'il revenait dans sa famille, il y gagnerait, et nous aussi. Il vous écoute pas? Je vous dirai ça d'ici quelques semaines. Je suis convaincu qu'il commence peut-être à s'interroger. Alors, votre truc à vous, pour réduire les déficits publics, c'est la battue aux fonctionnaires. C'est un côté chasse, pêche, nature. Voilà, oui. Coup de rouge. Vous êtes quand même le plus gros DRH de France, vous, hein? Ah, c'est clair, il y a 5 200 000 personnes. Ouais. Votre truc, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux au moment du départ à la retraite. Pas partout. C'est pas un truc, c'est pas une politique nouvelle, et elle n'est pas aussi simple que ça. Lorsque l'on a moins de fonctionnaires, si on les rémunère mieux, si on leur donne des nouveaux moyens pour mieux travailler, ce qui est le cas, c'est plutôt à leur avantage. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous gagnez en payant moins de fonctionnaires, vous le redonnez aux fonctionnaires? Plus de la moitié. C'était un engagement qu'on avait pris il y a de cela 4 ou 5 ans. Pourquoi ils gueulent alors? Mais c'est une bonne question. Je suis content de me la poser. Donc, ce qui est difficile à comprendre pour des gens comme moi, c'est que donc on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, et pendant ce temps-là, la justice, la police, la santé, l'éducation, ils se plaignent tous du manque d'effectifs. Alors comment c'est possible ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Dans la justice, d'abord, il y a un manque de fonctionnaires de justice. Et c'est la raison pour laquelle on corrige le tir. Depuis 2007, il y a 3500 fonctionnaires de justice qui ont été embauchés. Donc, pour la justice, il n'y a pas l'application du 1 sur 2. Pas plus que vous ne l'avez à l'hôpital. Je le signale au passage. Donc, vous voyez que le 1 sur 2 ne s'applique pas de Ça façon. marche que pour les profs, en fait. Pour les profs, c'est un calcul qui est très simple. Vous avez, depuis 1990, 600 000 élèves de moins et 45 000 professeurs de plus. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où on met en place des réformes, et le 1 sur 2 non remplacé, c'est-à-dire 16 000 profs cette année, on fait en sorte d'affecter les sommes qui sont dégagées à des réformes d'éducation nationale. Et on le fait en plus en faisant en sorte que le ratio, c'est-à-dire le nombre de profs par élève, ne diminue pas. Parce qu'il y a 1 200 000 fonctionnaires à l'éducation nationale, vous avez à peu près 850 000 professeurs. C'est pas sur les 850 000 professeurs que l'on porte l'effort.
Mais pourquoi ils râlent alors les mecs là? Je comprends pas moi. Je crois qu'il y a une tradition en France, non pas de râler, c'est ce que vous alliez me dire, mais une tradition en France qui consiste à penser qu'on a une approche quantitative de la fonction publique. Et je suis profondément convaincu que c'est qualitatif aujourd'hui qui doit être le mot maître. Moi j'ai regardé, parce qu'en fait on nous dit toujours en France, oui il y a trop de fonctionnaires, oui il n'y en a pas assez, etc. Alors en France il y a 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, ce qui est le cas de l'Angleterre, donc on est comme les Anglais, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. En Allemagne il y en a 50, ce qui est presque 2 fois moins. Et au Japon, évidemment, il y en a 40. Voilà. Tu dis rien, toi. Tu t'en fous, en fait. Je suis un petit peu accablé. Les magistrats sont dans la rue, tout le personnel pénitentiaire est dans la rue, les policiers sont dans la rue, et on nous dit qu'il n'y a rien qui se passe. Or, malgré tout, il faut quand même dire que le budget de la justice au niveau de la France, c'est le 37e au niveau de l'Europe, sur l'ensemble du Conseil de l'Europe. C'est quand même pas mal. Sur 48 pays, la France, 37e. Alors c'est vrai que parfois on essaye de donner des leçons, là-dessus on est vraiment minable. Et sur les instituts, moi, partout où je vais, des lycées sont en train de fermer, des lycées où il y avait de la mixité sociale, on ferme, on pressure, les gens ne comprennent pas. La réponse est très simple, la France est dans une situation budgétaire dans laquelle nous avons pour l'État un déficit de 150 milliards d'euros après la crise. Mais ce sont des priorités. Si vous me permettez justement d'y arriver, j'attends moi des formations politiques comme la vôtre, plutôt que d'avoir une opposition systématique, de nous dire d'une fois de temps en temps lors du vote du budget, quel budget, puisqu'il y a des priorités, vous venez de le dire, sur quel budget ils sont d'accord pour qu'on ait des marges de manœuvre qu'on affecte à ces priorités. Moi je suis tout à fait heureux de vous entendre dire ça, parce que c'est l'inverse précisément de ce que vous votez à l'Assemblée, puisque tous les budgets qu'on présente sont l'objet d'un vote négatif de votre part. Écoutez, si vous voulez qu'on redéploie, aidez-nous à redéployer. Écoutez, moi j'ai une mesure qu'on peut prendre de suite. Je vous en prie. On supprime la force de frappe. Oui, Est-ce que vous avez besoin de la bombe atomique aujourd'hui en France? C'est ça. Non. Oui. Non, on est dans un cadre européen. Est-ce qu'on a besoin de la force de décision? C'est une excellente mesure qui nous convie en fait à baisser la garde aujourd'hui en matière de défense. Et aujourd'hui, le budget de la défense est disproportionné par rapport à la réalité. Pas le moins du monde. J'ai une mesure. Jean-Louis Aubert. J'ai une mesure. Sur la feuille d'impôt, il y a 10 cases, 10 sujets. Mettons 3% de votre impôt. Vous cochez la case pour laquelle vous voulez qu'il soit consacré. C'est comme un référendum annuel, et comme ça, chaque ministère qui s'occupe peut défendre son bout de gras. Alors, il y a l'armée, il y a la justice, il y a l'hôpital, et chacun, en fonction, donne une partie de son impôt. Oui. Avec un petit détail près, cela dit, c'est que là, on parle en fait du budget de l'État, que dans le budget de l'État, vous avez 20 ou 25 secteurs bien déterminés. Le principe est très simple. Faut-il aujourd'hui réduire les déficits? La réponse est oui. Faut-il, par définition, répondre à des priorités? C'est ce que nous faisons. La réponse est oui. Faut-il redéployer? La réponse est oui. Mais à partir du moment où il faut redéployer... Il y a plus des priorités. J'ai une autre solution pour aller dans son sens. Oui. C'est que les gens qui ne sont pas d'accord avec tel type de dépenses de l'État parce qu'ils les trouvent inintéressantes font des réductions d'impôts. Oui. En disant, je refuse de payer une partie de mes impôts. Bien. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, alors on n'a pas parlé de Draveil, hein. Vous êtes maire de Draveil. Parlons-en très volontiers. C'est vrai qu'à Draveil, le monument le plus important de la ville, c'est le Buffalo Grill. Il y en a une chaîne pas très très loin. Alors José, rebonsoir. Alors José, vous êtes désormais député européen, Europe Écologie Les Verts. Vous n'êtes plus éleveur, vous n'êtes plus agriculteur, le cauchemar est terminé. Vous n'êtes plus obligé de porter ces horribles chemises à carreaux, avec ces bottes en caoutchouc qui sentent la brebis. C'est quand même pratique dans la bergerie, c'est mieux qu'en tongs. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous buvez des coups avec Rachida Dati à Bruxelles, c'est ça, non? Ça m'arrive aussi. Ah, seul problème, c'est que maintenant vous êtes obligé de tailler vos moustaches selon les normes européennes, j'imagine, non? Ah non, mais ça, il y a des règles. Hein. C'est pour ça que j'attends là, avec impatience l'entrée de la Turquie en Europe. Oui. Parce que c'est vraiment le pays de la moustache. Alors, comment et pourquoi vous, le démonteur de McDo, le faucheur d'OGM, l'icône altermondialiste, êtes-vous passé du non au référendum sur l'Europe en 2005 au Parlement européen? Vous expliquez tout ça dans un livre intitulé Du Larzac à Bruxelles, entretien avec Jean Quatremer, qui est publié au Cherche Midi. En fait, vous êtes tombé amoureux de Cohn-Bendit. En 2009, Dany m'a appelé et on s'est aperçu qu'en fait, on avait à peu près les mêmes objectifs, même si à des moments, on avait pris des chemins complètement différents, puisqu'en 2005, lui avait soutenu le oui. Bien sûr. Et puis moi, j'avais soutenu le non. On s'est rendu compte que sur le fond du projet, on était complètement en phase. Vous voulez plus d'Europe aujourd'hui, hein? Vous voulez le fédéralisme européen, carrément. Moi, je me bats pour le fédéralisme européen parce qu'on ne répondra pas aux crises économiques, sociales, écologiques avec une Europe qui réunit 1% du produit intérieur brut de chaque pays. 1%, on ne fait pas de politique. Vous voulez 20%? 20%, vous voulez? 20%, c'est aujourd'hui le budget fédéral aux États-Unis
hormis la défense. Alors, on n'ira pas à 20% comme ça, mais si on avait déjà 2%, mais si on augmentait petit à petit, on serait en capacité de répondre aux vraies crises que vivent les gens. Ouais. José, vous voulez plus d'État-nation? Moi, j'ai un vrai problème aujourd'hui avec l'Europe telle qu'elle se construit. C'est-à-dire qu'on a des égoïsmes nationaux, et ces égoïsmes contrecarrent la volonté des citoyens. À Copenhague, on a vu chaque État qui a essayé de défendre qui ses automobiles polluantes, qui son charbon, qui ceci, cela. Ce qui fait qu'on a complètement perdu de vue les objectifs importants. Pareil au niveau de la diplomatie. Quand on voit que chaque pays veut faire son bazar, et on l'a bien vu, c'est une catastrophe totale. Alors José, l'Europe est inaudible. Contrairement à 2007, vous n'allez pas vous présenter en 2012. Il faut dire que vous avez fait 1,32. C'est-à-dire que même Gisbert sur France 2, il fait mieux. 1,32. Est-ce qu'on peut déduire de votre échec au présidentiel, de l'échec de Marie-Georges Buffet, de l'échec de Noël Mamère, que pour être président, il ne faut pas avoir de moustache? On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Géraldine Mühlmann de l'émission Face aux Français sur France 2 que nous recevrons sur ce plateau après le magnéto. En 2007, Nicolas Sarkozy nous a fait tellement de promesses qu'on se demande s'il n'a pas fini par en oublier quelques-unes en route. Par exemple, celle-ci. Je veux une république irréprochable. Pauvre Nicolas, il doit être rudement déçu par son gouvernement. Du coup, il a viré Christian Blanc à cause des 12 000 euros de cigares. Et aussi Alain Joyandet à cause des 116 000 euros de jet privé. Il a même viré Éric Woerth pour une malheureuse histoire de Légion d'honneur. Mais bon, il peut quand même pas virer tout le monde. Du coup, il a gardé Hortefeux, même s'il a été condamné pour des propos racistes, et Michel Alliot-Marie, malgré ses excursions de jet privé. Bon, du coup, si Mam reste, on va quand même pas virer Fillon. Tout ça parce qu'il traverse une petite zone de turbulence. Évidemment, les socialistes en profitent. Dès qu'un ministre est épinglé, ils réclament tous en chœur sa démission. Je ne vois pas comment Michel Alliot-Marie peut rester au gouvernement. Et quand on ne peut pas porter la voix à la France et qu'on est mis à affaires étrangères, on s'en va. La logique de cette situation, c'est qu'elle donne d'elle-même sa démission. Avec mention spéciale à Arnaud Montebourg, qui à lui seul a réclamé la tête de Kouchner, de Dati, de Laporte et de Mitterrand. Enfin, de Frédéric. Parce que François, lui, il était irréprochable. Au bout du compte, pas sûr que les Français croient que la gauche soit vraiment plus honnête que la droite. Moi j'ai plus l'impression de voir des gens qui sont donc intéressés par leur propre prise de pouvoir. Irréprochable. 56% d'entre nous n'ont confiance ni dans la droite, ni dans la gauche pour gouverner le pays. Du coup, Le Pen et Mélenchon ont beau jeu de mettre l'UMP et le PS dans le même sac en les accusant d'être tous pourris. Mais si la République est malade, c'est quoi le remède alors ? L'idéal, ce serait de mettre au point un médicament qui rend les gens honnêtes et d'en gaver les hommes politiques. Fastoche, on n'a qu'à contacter le laboratoire Servier. L'avantage, c'est que le PDG est un type absolument irréprochable. La preuve, il a reçu la Grand Croix de la Légion d'honneur des mains même de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est pas une garantie ? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors, Géraldine Mühlmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégée de philosophie et de sciences politiques, professeur à Paris 2, et depuis janvier dans l'émission de Guillaume Durand, Face aux Français, sur France 2. Bienvenue parmi nous, Géraldine. Merci. Voilà. Alors, Michel Alliot-Marie a promis qu'elle ne prendrait plus jamais l'avion. Elle n'a pas parlé des hélicoptères. Personne n'a demandé à Michel Alliot-Marie et à Fillon si les vacances étaient bien. C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Est-ce que c'était sympa ces vacances? Bah oui. Personne s'en occupe de ça. Mais non, ils sont pas sympas avec eux. Non, les journalistes sont pas sympas. C'est plus la République irréprochable, c'est la République irresponsable. Vous ne trouvez pas, non? Ce qui était pas reprochable il y a quelques années, j'ai presque envie de dire quelques mois, devient reprochable. Et par définition, il y a une évolution qui fait qu'on est obligé de s'ajuster à ça et on va le faire. Alors, il y a des pratiques qui bougent, je me permets de le signaler. Quand le président de la République, par exemple, demande que le budget de l'Élysée
soit soumis au contrôle de la Cour des comptes. Contrôle de la Cour des comptes qui ne se fait pas tous les 4 ou 5 ans, mais tous les ans. C'est une correction du tir. Quand vous avez ce qui va passer prochainement, toute une réglementation sur les conflits d'intérêts, avec des contraintes précises qui vont être édictées, ce sera une modification. Ceci étant, mais c'est peut-être que c'est pas grave tout ça, peut-être que finalement, là, en vacances chez Ben Ali, c'est pas grave, mais on en fait toute une histoire. Ça évite qu'on parle des vrais problèmes en même temps, peut-être que c'est des conneries. Non, mais c'est peut-être des conneries, sauf que bon, les Français déjà avaient pas très bien apprécié dès 2007, donc c'est pas d'aujourd'hui, le séjour après l'élection du président de la République, le petit séjour sur le bateau de Bolloré. Déjà, c'était vraiment pas une image de marque qui était vraiment géniale. Alors là, sur la question des dictatures, c'est pas vrai que personne ne sait. Ça fait des années qu'on est un certain nombre à soutenir les avocats, les droits de l'homme en Tunisie. Et pareil pour l'Égypte. Donc ce que vous dites, José, c'est pas nouveau. On le sait. Fillon et Alliot-Marie n'auraient pas dû y aller parce qu'ils savaient vraiment... jamais dû aller, passer des vacances. Mais je dis ça aussi bien pour François Mitterrand avant. Qui allait à Souan, lui. Et quand je vois Roland Dumas, ancien responsable, ancien ministre des Affaires étrangères, qui va soutenir Gbagbo avec Vergès, c'est limite, quoi. Donc là, c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment... Géraldine. Est-ce qu'à votre avis, c'est grave ? La morale politique, c'est vrai qu'elle évolue. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Georges Tron. Mais ce qui est incroyable d'abord, c'est que ça fait un moment que ça change. C'est-à-dire que l'opinion publique, on le sait par toutes les études d'opinion, elle est de plus en plus sensible à ces questions. Et je pense qu'un grand politique dans cette affaire, il doit anticiper. Autrement dit, je suis très surprise que François Fillon n'ait pas fait de déclaration bien plus tôt. Pourquoi suit-il le Canard enchaîné ? Il le précède de 2 heures pour avouer qu'il a fait ce voyage. D'une certaine façon, si c'est normal au sens de la tradition française, eh bien, il n'avait qu'à le dire. Je suis allée rendre visite à Hosni Moubarak, qui était encore, vous avez parfaitement raison les uns et les autres, un de nos alliés, proche des Israéliens. Ça fait partie de nos courtoisies. Je ne suis pas du tout en train de le défendre sur le plan moral. Sauf que vous avez employé le mot avoué. C'est ça qui me frappe beaucoup. Non. Pour avouer, avez-vous dit. Mais attendez, on n'est pas dans le stade de l'aveu, parce qu'un Premier ministre qui est invité par un chef d'État, vous trouvez que les Français n'ont pas à le savoir ? Respecté sur la scène internationale comme un facteur de stabilité, ce n'est pas un aveu qu'il faut faire. C'est une information dont on s'aperçoit aujourd'hui que cette information... Je pense que le mot aveu est un mot qui montre que dans votre état d'esprit, il y a par définition toute une série de déplacements des curseurs de faute et que c'est cette évolution que moi-même, je vous ai décrite il y a quelques instants. Quand Nicolas Sarkozy va en vacances chez le roi Mohamed VI, par exemple. Ça veut dire quoi ? Il n'a pas de quoi se payer des vacances, Sarkozy ? Ça veut dire, alors on peut toujours faire ça à charge ou faire ça à décharge. Les relations internationales, ce ne sont pas, et ça n'a jamais été dans l'histoire, des relations qui sont simplement entre États et entre institutions. Ce sont des relations qui se nouent. Toute l'histoire du couple franco-allemand, c'est l'histoire d'une relation personnelle. Et à titre personnel... Personne ne va en vacances en Allemagne en même temps. Si. Je me souviens très bien de la relation qu'entretenaient, par exemple, Helmut Kohl et Édouard Balladur dans les années 93, 94, 95. Quand Édouard Balladur a reçu Helmut Kohl, il l'a reçu chez lui à Chamonix. Il y a une relation privée qui s'instaure entre les hommes d'État. Alors qu'ensuite on soit dans une logique, si vous voulez, où maintenant, en fonction des événements, on puisse le regretter. Mais il faut bien comprendre que c'est comme ça que les choses se font. Et il y a beaucoup des grands dossiers qui n'avancent que par la relation attitude-personnelle. Vous avez raison, c'est un point. Quand Mitterrand et Kohl se tiennent la main, c'est quelque chose qui dépasse... Parce qu'en fait, ils sont ensemble. Complètement, oui, mais... Non, mais vous avez raison. Non, c'est un argument. C'est un argument, c'est vrai. Ce qui est particulièrement grave, c'est le mode de défense, je trouve. Michel Alliot-Marie est allé en Tunisie. Il y avait déjà des morts dans les rues. Il y avait déjà des morts dans les rues, elle le savait. Et si elle a pris l'avion pour aller à Tozeur, c'est parce qu'elle ne voulait pas traverser des villes en proie aux manifestations et aux émeutes. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose... Parce qu'il n'y a pas de culture de l'excuse, parce qu'ils ne disent pas « j'ai fait une connerie ». Il suffit de faire comme Obama, dire « je me suis gouré, j'ai foiré ». Elle l'a dit. Est-ce que ce qui agace les gens, c'est pas le fait qu'ils ne soient jamais sanctionnés ? Parce qu'en fait, ce gouvernement n'est responsable pas devant le Parlement, c'est ce que dit pourtant la Constitution, mais devant Sarkozy. C'est un peu ce que dit Nicolas Sarkozy des juges. Ah, ils ne sont jamais sanctionnés, etc. C'est vrai qu'on peut tout à fait lui retourner ça. Ils sont sanctionnés. Vous-même, tout à l'heure, vous nous avez montré un reportage dans lequel on voit 4 ou 5 ministres qui sont partis du gouvernement pour justement être sanctionnés. Oui. Donc ils sont sanctionnés. C'est pas Alliot-Marie et Fillon, quand même. Bien. On continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Au présidentiel, c'est bien connu, la France se donne au candidat qui la désire le plus.
Du coup, comme DSK n'est toujours pas candidat, on se demande, est-ce que ça le fait vraiment fantasmer de conquérir la France? Parce qu'à force, ça devient limite vexant. La France se pâme d'amour pour lui, 64% des Français rêvent de s'abandonner dans ses bras en 2012, et lui, il ne calcule même pas. Je comprends qu'on se pose cette question, vous comprenez que je n'y apporte pas de réponse aujourd'hui. En même temps, feindre l'indifférence, c'est quand même un grand classique de la drague à l'ancienne. En 88, Mitterrand a longtemps laissé planer le doute sur ses intentions, et 3 mois seulement avant le scrutin, hop, il est entré en piste. Et c'est lui qui est reparti au bras de Marianne. Vive la République! Vive la France! Alors que Chirac se prenait un gros râteau. Mais est-ce que les méthodes de drague des années 80 sont vraiment adaptées au 21e siècle? Non, parce que quand on drague sur Internet, si une pure beauté vous fait des avances, c'est pas le bon plan de rester des mois entiers sans lui répondre. Sarkozy y pense chaque matin en se rasant, et Copé est déjà chaud comme une baraque à frites pour le rencard de 2017. En revanche, DSK et Nicolas Hulot sont beaucoup moins clairs sur leurs intentions. Les sondages leur font des œillades, mais ils continuent de jouer les timides. Dans le fond, on dirait que ça ne les excite pas vraiment de conquérir la France. Ou alors, ils attendent le quart d'heure américain pour qu'on les invite à être candidats. Soyez pas timides. C'était l'édito de Black Côte 2, mise en image de Julien Gras. Voilà. Alors DSK, je sais pas pourquoi il y va pas. Comme dit Le Point, est-ce qu'il a peur de quelque chose? Je crois que dans l'ordre des choses, il y a d'abord le fait qu'il ait une très grande responsabilité actuelle. Ouais. Je crois en second lieu qu'il donne à peu près quitus, et je dis ça sans exagérer, à la politique mise en œuvre par Nicolas Sarkozy depuis 2-3 ans sur les retraites, les déficits, les réformes. En fait, c'est parce qu'il est sarkozyste qu'il ne va pas se présenter. Ce serait une explication. Voilà. C'est pas mal, ça. Écoutez, moi, je pense simplement, c'est que là, on est dans la tactique habituelle au Parti Socialiste. Il y a toutes les écuries de course qui sont là. Ouais. Et puis DSK, il se dit, bon, il y a le G8 et le G20. Je ne vais pas laisser Sarkozy tout seul sur le devant de la scène en ayant annoncé à l'avance que je m'arrête. Donc, j'ai intérêt d'être là. On fait le face-à-face et ça fait déjà la pré-campagne. Et puis après, je me présente après. Ouais. Je vois le truc à peu près comme ça. Vous pensez qu'il va se présenter, vous? À l'heure qu'il est, j'ai l'impression, oui, que ça va plutôt dans cette direction. Géraldine? Je n'en ai aucune idée, mais je pense que s'il veut y aller, il faut se dépêcher maintenant. Parce que je pense que le temps qui passe donne une impression... C'est ce que disait Blacko, c'est un peu comme les gonzesses. Oui, j'ai l'impression que c'est un calcul. J'y vais seulement si je suis vraiment sûre, ce qui n'arrive jamais en politique. Ouais. Vous jouez au poker? Moi, je joue, mais très mal. Mais ça m'intéresse. On ne peut pas faire tapis en se disant je ferai tapis quand j'aurai une quinte en main après le flop. D'abord, ça n'arrive presque jamais. Ensuite, il ne faut pas forcément faire tapis là. Et puis, à un moment, il faut prendre un risque. C'est ça le poker. Et la politique, qui n'est pas le poker, exige d'autres formes de risques. Vous le trouvez timoré? Je trouve que là... non, je pense qu'il réfléchit. Je suis presque sûre que s'il veut y aller, on le saura assez vite. En général, les gars, c'est des tueurs, c'est des chefs de meute, ceux qui sont élus. Et je crois qu'ils fédèrent beaucoup leur parti avant. Ils font comme... Juste. Et c'est ça, quoi. Ils montrent déjà à ceux qui sont plus loin avec eux qu'ils dominent. C'est des dominants. Ouais. Et ce qui me fait bizarre, c'est que DSK, il se comporte pas en dominant actuellement. Alors que c'est un mal. Alors que... Mais qui fédère le PS aujourd'hui? Je pense qu'ils sont tous à égalité là-dessus. En fait, c'est bien ça le le bordel. José, vous n'êtes pas mieux loti chez vous. Hein. Voilà. Il y a Eva Joly, bon, qui est pas mal. Il y a Hulot, on ne sait pas s'il va y aller. Voilà. Il y a Mais moi, Cochet qui est là en embuscade. On ne va pas jouer aux primaires comme le Parti Socialiste, ça n'a pas de sens. Comment ils vont faire des primaires pour pas que les gens soient humiliés, les autres candidats soient humiliés? Ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est ce qui s'est passé déjà la dernière fois. Ils ont remonté les scores des autres pour pas que ça ait l'air trop disproportionné. Ouais. Ah bon, c'était faux les scores? Évidemment qu'ils étaient faux. Ouais, tout le monde le sait, ça. Donc voilà. Donc, nous, on ne va pas jouer à ça. Si Nicolas Hulot décide de venir au mois de mars-avril, on va, je pense, organiser des grands débats pour poser la question de l'écologie. Et on va petit à petit, arriver en discutant les uns avec les autres, à choisir qu'il y en ait un des deux, voilà, qui laisse sa place à l'autre. Bien, Géraldine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Aubert, Georges Tron, José Bové. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Pierre Priolet. Bonsoir. Alors Pierre, 1 an après votre inoubliable témoignage sur ce plateau, à quelques jours du Salon de l'Agriculture, vous revoilà à l'occasion de la publication chez Robert Laffont d'un livre intitulé « Les fruits de ma colère ».
Alors Pierre, il y a un an, vous nous expliquiez que vous touchiez 17 centimes d'euros sur 1 kilo de pommes, vendu dans la grande distribution 3 euros. Un an plus tard, vous venez nous annoncer que vous avez arraché les pommiers. Les poiriers et les pommiers. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. C'est en l'honneur de José Bové. Bien sûr. C'est un vrai hamburger de chez Quick, celui qui a été fermé à Avignon pour manquement grave à l'hygiène. Et il y a tout. Staphylocoque doré, c'est un nid à bactéries. Pour éliminer vos adversaires politiques, c'est cadeau. À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. La filiale de Fram Voyage, MAM Voyage, accumule les succès. Après Michel Alliot-Marie, cette nouvelle agence spécialisée dans le survol des pays en dictature vient d'accueillir un nouveau client, François Fillon. Pour Pâques, MAM Voyage propose aux membres du gouvernement l'Arabie Saoudite et ses très belles lapidations de femmes au soleil couchant, l'Iran et ses pendaisons dans des stades bourrés à craquer, assister également en VIP à une séance de torture dans la magnifique prison d'Abu Ghraib en Irak. MAM Voyage, les plus belles horreurs de la planète à 4 heures de Paris. MAM! Un homme a passé 30 heures accroché sous un bus pour échapper au régime tunisien. Oui, alors, MAM Voyage, c'est uniquement si vous êtes copain avec un dictateur. Sinon, les conditions de transport sont épouvantables. Voyage toujours. Samedi dernier, Nicolas Sarkozy est parti en week-end privé à New York à bord d'un Falcon de la République. Problème de CP. Alors prenez une feuille et un crayon, tout le monde. Sachant qu'une heure de vol à bord d'un Falcon coûte 10 000 € à l'État, qu'il faut 8 heures pour rallier New York, soit 16 heures aller-retour, et sachant que Nicolas Sarkozy s'est acquitté de 3 000 € prix d'un billet en classe affaires, combien cette sauterie new-yorkaise a-t-elle coûté aux contribuables ? 167 000 €! Bravo! Carla Bruni, très investie dans l'humanitaire, aurait hésité à claquer autant d'argent public dans un week-end à New York. T'es sûr, mon chouchou ? 157 000 € alors qu'1 500 000 Français vivent sous le seuil de pauvreté ? Nicolas Sarkozy l'a immédiatement rassuré. Écoute, ma Carlita, maintenant que t'as annoncé dans toute la presse que t'étais plus de gauche, t'as aucun remords à avoir. On a encore 17 mois à se gaver, on en profite à fond. On est de droite, on va à New York. Excellent. Excellent. Où étaient les ministres à Noël, s'interroge le Parisien. Alors, il y a plusieurs destinations, Maroc, Tunisie, île Maurice. En revanche, il y a une destination, et là, c'est vraiment les boules. Personne n'en a parlé. Xavier Bertrand était au village de vacances Center Park dans l'Aisne. Pour l'image de la France, un ministre qui passe ses vacances dans un lieu aussi beauf, aussi plouc, faut vraiment qu'il démissionne. Déclaration de Ségolène Royal à propos de Nicolas Hulot. Les candidatures médiatiques n'ont jamais réussi. Oui, et c'est une experte qui nous parle. Anne Sinclair ne souhaite pas que DSK fasse un deuxième mandat au FMI. Une annonce faite le jour du Nouvel An chinois,
année très favorable pour DSK, c'est l'année du lapin. À Gennevilliers, des policiers ont tabassé gratuitement une bande de jeunes. Une vidéo l'atteste, coup de pied au visage, coup de matraque et morsure de berger allemand. Le savoir-faire de la police française. Quel dommage que nos amis tunisiens n'aient pas pu en profiter. Naissance du premier bébé médicament. Umut Tala a été conçu pour soigner son frère malade. Véronique Courgeot avait mis au point le premier bébé de compagnie, conçu pour que son frère aîné se sente moins seul dans le congélateur familial. Des médecins dénoncent le remboursement de traitements totalement inefficaces contre la maladie d'Alzheimer, un gâchis estimé à 260 millions d'euros par an. Oui. C'est d'autant plus crétin de rembourser les malades d'Alzheimer qu'ils ne se souviennent plus qu'ils ont payé. Et les rares qui réclament quelque chose à la Sécu, il faut leur dire « Mais si, Madame Durand, si, on vous a envoyé un chèque il y a 3 semaines. » À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'était Stéphane Guillon que vous retrouverez ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi. Pierre Priolet, bonsoir. À quelques jours du Salon de l'Agriculture et à l'occasion de la publication chez Robert Laffont de votre livre « Les fruits de ma colère », nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça va ? Ça va, je vous remercie. Alors, vous avez fait une entrée fracassante sur la scène médiatique le 17 décembre 2009. Ce jour-là, vous écoutez France Inter, où le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, est invité. Et le ministre parle d'une chute des revenus des paysans en 2009 de 34%. Et là, ça vous fout en rogne, parce que pour perdre 34% de ses revenus, encore faut-il avoir des revenus. Et là, vous décidez d'appeler France Inter. Vous dites « J'ai appelé sans trop savoir pourquoi. J'en pouvais plus d'entendre ces conneries. » C'est exact. Votre passage à l'antenne fait un tabac. Vous devenez en quelque sorte le porte-parole, malgré vous, du monde agricole. Et vous êtes définitivement admis dans votre milieu d'adoption, parce qu'au départ, vous n'êtes pas né agriculteur. Tout à fait. Alors, ce n'est qu'au début des années 90 que vous achetez 13 hectares à Molégès, en Provence, pour vous lancer dans la production de pommes et de poires. Là, vous investissez 600 000 € et vous devez attendre 10 ans avant que vos arbres vous rapportent quelque chose. Ce n'est qu'en l'an 2000 que vous commercialisez vos fruits. Ça apprend la patience, hein. Nous, on vit avec les saisons, on vit avec le temps. On sait très bien qu'un arbre, pour arriver à pleine maturité, il lui faut du temps. Alors, de 2000 à 2010, votre exploitation ne sera bénéficiaire que 2 ans. En 2009, vos pertes s'élèvent à 120 000 €. Et le problème, en fait, c'est que vous vendez à perte, quoi. C'est-à-dire que vous vendez des fruits 17 centimes d'euros et en fait, ils vous coûtent déjà 40. Et quand vous les retrouvez dans un supermarché, ils sont vendus 3 €. Je me suis rendu compte de quoi ? C'est que plus l'homme travaillait, moins il gagnait, et plus la société se satisfaisait du hold-up permanent qui est fait aux producteurs en général. Et aujourd'hui, on est en train de sacrifier un pays uniquement par l'appât du gain. Et ça, c'est insupportable. C'est vrai que 17 centimes d'euros, vous le retrouvez à 3 € chez Carrefour ou chez Auchan, c'est difficile. D'autant plus que le ministre nous dit qu'il faut privilégier les circuits courts. Il n'y a pas plus court que les circuits aujourd'hui. Nous produisons des fruits, nous les portons à nos partenaires, les OP, les coopératives ou les commerçants, et immédiatement, la grande surface est chez eux par le biais des référencements. C'est-à-dire que 100% de l'argent pris sur le dos du paysan est en réalité pris par la grande distribution. Ça, c'est inacceptable. Voilà, alors là, évidemment, le risque à terme, c'est que la production de fruits, de légumes soit entièrement délocalisée dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Tout à fait. Des fruits traités avec des produits phytosanitaires interdits en France, alors que vous, les produits phytosanitaires vous coûtent très cher. Vous dites en 5 ans, je suis passé de 18 000 € par an à 36 000 € par an. Tout à fait. Lorsqu'on nous interdit un produit phytosanitaire efficace, de suite, l'industrie phytosanitaire
multiplient par 5 son remplaçant. Ouais. Ce qui fait qu'on est pris au piège de ces interdictions. Parce qu'en fait, l'agriculteur, il n'emploie aucun produit qui n'ait pas été agréé par l'État. Ouais. S'il y a des critiques à faire, c'est à l'État, c'est pas aux paysans. Ouais. Il faut arrêter de déconner. Donc, j'en ai marre d'être traité de pollueur. Vous dites que le succès de l'écologie est en train de causer la perte des agriculteurs. En fait, on a vraiment eu besoin des écologistes pour nous amener une vraie réflexion. Tout ce que je dis, quand on fait de l'écologie, il faut jamais oublier que l'homme est au centre de tout. Or, aujourd'hui, en ne pensant qu'à la nature, aujourd'hui, on est en train de sacrifier tous nos paysans, et ça, c'est inacceptable. Je le vois dans les porcheries, par exemple, qui sont à l'agonie. Aujourd'hui, les suicides, c'est vraiment se compte tous les jours. Qui a poussé tous ces éleveurs à faire ce qu'ils font aujourd'hui ? L'État, l'agroalimentaire, l'industrie. Et ça, il faut qu'on arrête le cinéma. Alors, depuis qu'on s'est vu l'année dernière, Pierre, vous avez créé Consommer Juste. Vous avez un slogan formidable, hein. Consommer juste et pas juste consommer. C'est très bien. Aujourd'hui, ce qui m'affole, c'est de voir des politiques qui pensent que c'est en relançant la consommation qu'on va sauver les pays. Ouais. C'est une crétinerie. On a été une génération qui a rempli les poubelles. On a été une génération qui avons gaspillé le monde, les ressources énergétiques, toutes les ressources du monde. Et aujourd'hui, on dit à nos jeunes, privez-vous, payez nos excès. Il faut arrêter maintenant. Alors, après votre passage dans Salut les Terriens, vous avez été contacté par Jean-François Sautreau, le patron de Buffalo Grill. Tout à fait. Il vous appelle et vous dit « J'ai été très ému par votre témoignage. Je n'imaginais pas que le désarroi des agriculteurs était aussi profond. » Alors, il vous propose de mettre à votre disposition, à la disposition des producteurs, des fruits et légumes sur des parkings. Formidable, parce que d'un seul coup, c'est vraiment du producteur au consommateur, là. En fait, ça répondait un petit peu à la demande ou à la proposition que j'avais faite. Ouais. Est-ce qu'à Buffalo Grill, vous leur avez parlé aussi du lait et de la viande, parce qu'ils importent aussi, non? Ça a été la première des discussions. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, je ne peux pas accepter. Ouais. Vous vendez de la viande d'éleveurs qui sont en train de crever de faim. On a passé 15 jours, échange, on s'est mis d'accord, il était à 25% de viande, il est passé à 50% de viande française, et 100% de la viande hachée a été proposée française. Très bien. Donc... Alors, là où c'est très triste, c'est l'épilogue de votre livre, le 4 novembre 2010, quand les tractopelles viennent arracher vos arbres. Quand on mange de l'argent tous les ans, moi je ne m'appelle pas Bettencourt, donc je n'ai pas les moyens de payer des pertes à longueur de temps. Donc à partir du moment où je constate qu'en 3 ans, 260 000 € sont perdus, aucun revenu, est-ce qu'on a le choix? Quand vous avez la gangrène, il n'y a pas 50 solutions, il faut couper fort. Vous faites arracher vos arbres quand même, j'imagine que ça doit être un déchirement pour vous. Bien sûr, c'est quand même 20 ans d'investissement qui partent en fumée. Donc bien sûr que c'est terrible, mais c'est terrible pour tous les arboriculteurs de ma région. Moi, on m'a filmé, combien d'arbres ont été arrachés chez moi? Il faut savoir que sur ma commune, 60% de la commune est en friche. Le pays a dit, vous êtes de trop, on vous supprime. Le pays va le payer cher. Toutes nos élites aujourd'hui qui raisonnent feraient bien de penser à demain. Comment peut-on penser que toute l'alimentation va être importée? Il faut être crétin. C'est impossible de continuer dans cette voie. Moi, je dis aujourd'hui, c'est l'État qui est en cause. Dans un marché de truands, la règle est à mettre par l'État. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, de même qu'on prend l'autoroute et que c'est l'État qui fixe les tarifs, l'État devrait dire la grande distribution, oui, 30% de marge maximum. Là, ils vont se remettre à travailler. Là, ils n'auront plus intérêt à aller chercher à 10 centimes les produits et les vendre à 3 €. Il faudra simplement qu'ils payent le juste prix. Et à 30 centimes, 30%, s'ils veulent gagner leur vie, il faudra qu'ils bossent. Ouais. Vous dénoncez la collusion du pouvoir avec les grandes surfaces. Depuis les années 60, c'est une vraie pieuvre qui s'est installée dans le pays. À tel point que ça devenait tellement énorme qu'il y a eu une loi pour geler le territoire. Et la pieuvre recommence. Vous avez bien vu que les clients commencent à déserter les grands centres commerciaux. Ils ont réinvesti les centres-villes pour empêcher la concurrence. C'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un État qui a protégé ces gens-là. N'importe qui à leur place ferait pareil. Parce que l'État les y autorise. Ils sont dans la loi. Donc, j'accuse l'État de non-assistance à personne en danger, de mise à mort du monde agricole par la lâcheté qu'ils ont aujourd'hui à abandonner complètement leur agriculture, le pays profond, la France profonde. Aujourd'hui qu'on va mourir, vous allez au milieu de la France, c'est un mouroir.
C'est la fin des paysans, vous croyez? Non. Non. Je dis aux jeunes, formez-vous à ce beau métier, c'est le plus beau métier du monde. On vit en harmonie avec la nature, on est heureux quand on a fait un bon boulot. Et vous aurez du boulot dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est sûr. Oui, comme il y a une raréfaction des matières premières agricoles sur toute la planète, on peut imaginer qu'un jour, il faudra bien refaire de la culture ici. Hein. C'est un très beau métier. Et c'est un métier créateur d'emplois. Comment l'État peut pas voir qu'on peut mettre des millions d'hommes sur ces terres qui sont en train d'être aujourd'hui abandonnées? Mais enfin, on est nourriciers. Notre but à nous, c'est de nourrir nos semblables. Comment on arrive à faire crever de faim des gens qui sont faits pour nous nourrir? Vous l'avez vu, Bruno Le Maire? Mais le problème, c'est quand les gens, une fois que le livre a été écrit, on lui a dit, Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait prévoir? Il a dit, je suis très occupé. Aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, c'est une folie. On va faire de la salade. De la salade? Oui, avec des méthodes écologiques, parce que je suis quand même interpellé par le discours et par l'attente de la société. Donc, je vais faire des salades avec une méthode LIFE, une méthode anglaise qui se rapproche vraiment du bio. Ouais. Et je vais voir ce que ça donne. José? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la réalité par rapport au marché. C'est qu'aujourd'hui, les paysans, grande quantité de paysans, sont payés en dessous de leur coût de production. J'ai fait voter, c'est invraisemblable, hein, j'ai fait voter pour la première fois au Parlement européen par 600 députés un texte pour dire il n'est pas normal que l'agriculture soit payée en dessous de ses coûts de production. C'est la base. Et en même temps, alors, les fruits, les légumes, actuellement, l'Europe est en train de passer un accord complètement en silence avec le Maroc pour augmenter les importations de tomates, de courgettes, d'agrumes, etc., etc. C'est une horreur. De manière invraisemblable, sans qu'il y ait aucune garantie pour les producteurs. Demain, le même accord est prévu avec l'Amérique du Sud pour l'importation de viande bovine. Et le troisième accord qui est dans les discussions, c'est avec le Canada pour le lait. Ce qui veut dire que si ces accords passent, il n'y a plus d'agriculture. On est en train de liquider. Mais parce qu'il n'y avait pas de roustons dans notre pays. Nos politiques ont tout abandonné. Non, au pognon. La dérégulation, c'est quoi? Il y a 80% de main-d'œuvre dans une pomme. Ouais. C'est certain que si un homme travaille à 10 € par jour, il est évident qu'il sera plus performant que moi à 12,50 € de l'heure. Et nos politiques ont fait quoi? Ah, le marché. Ah, il va réguler. Mais plus crétin que ça, tu meurs. Le marché ne s'autorégule pas tout seul, contrairement à ce qu'elle nous a raconté. Surtout dans l'agriculture, tu vois. Et je reviens à ce que José nous disait il y a quelques années sur la marchandisation du monde. Et depuis 92, 99, 2003, toutes les réformes de la politique agricole se sont faites pour aligner les prix des matières premières sur les règles de l'OMC, ce qui fait qu'on n'a plus de prix intérieur européen, ce sont les prix du marché mondial, mais ça n'existe pas le marché mondial. Vous qui êtes député européen, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un protectionnisme européen? Je ne parle pas d'un protectionnisme français, mais un protectionnisme européen au moins. Non, mais moi, ce que je veux, de manière évidente, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on doit importer alors qu'on est capable de le produire. Oui. Monsieur Tron, un mot, même si vous n'êtes pas ministre de l'Agriculture. Non, je ne suis pas ministre de l'Agriculture et pour être très sincère, c'est très difficile de prendre la parole après vous. J'espère bien. Ah ben, ça ne vous dérange pas, je le tente quand même. Je voudrais quand même vous dire 2-3 choses. La première, je crois que contrairement à ce que vous avez indiqué, il n'y a pas que des crétins qui se succèdent depuis 30 ans à la tête de l'État. On peut contester, je vous réponds, on peut contester, et je comprends très bien l'argumentation de José Bové, les décisions qui ont été prises, mais on est dans un monde qui aujourd'hui s'internationalise dans tous les domaines, et quelles que soient les difficultés auxquelles... Mais non, pas stop, ça ne vous dérange pas. Non, pas stop. Non, seuls les gens qui produisent, on leur dit la globalisation. Moi, je vous dis qu'au Bangladesh, un ministre, ça gagne 300 € par mois. Monsieur, ne criez pas. Appliquons le salaire du Bangladesh au ministre. Monsieur, ne criez pas, monsieur. Non, mais ne criez moi, pas, quand on me dit la globalisation, je supporte pas. Monsieur, ne criez pas et partez de l'idée que pour défendre bien une idée, ou alors on vous laisse débattre tout seul. Vous êtes très fort, mais non, mais alors écoutez, si vous êtes convaincu on a tellement peu la parole par rapport à vous. On a tellement peu la parole par rapport à vous. C'est pas une raison pour quand vous la prenez, faire en sorte que plus personne ne puisse s'exprimer. On vous a entendu, on respecte votre émotion. On va pas régler le problème ce soir, en tous les cas. Continuez votre combat, parce que nous, les consommateurs, avons tout à y gagner. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Jean-Louis Aubert, mesdames, messieurs, en tournée dans toute la France à partir du mois d'avril. Et l'album Rock Éclair, toujours dans les bacs. Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique. José Bové,
député européen pour du Larzac à Bruxelles, au Cherche Midi, Géraldine Mühlmann, face aux Français, le mercredi soir sur France 2. Pierre Triolet, merci Pierre. Les fruits de ma colère, chez Robert Laffont. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions aigreland.com. Et pour les abonnés à 20h50, Chloé, un thriller avec Julianne Moore et Liam Neeson. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les carrés. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.